brody. Nalingi I canal télé. Natala I canal télé brody. Kugandamizwa na Mobutu pamoja na watu wake sont spontanés depuis l'arrivée. Du français Kiswahili. Français Kiswahili. Yani kwa generation ya vita ili kumfukuza yule shetani wenu. Na bado nadhani hatujamaliza ile kazi, maana nasikia bado yuko kama ni Kinshasa kule. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Bonsoir chers téléspectateurs, en tout cas merci de nous faire toujours confiance et surtout à votre émission préférée Plein Feu. Vous savez que c'est une émission de débat, d'analyse libre et nous sommes aujourd'hui encore une fois venus. Je ne suis pas seul et vous voyez déjà les deux qui sont à mes côtés. Il y a ma très distinguée consoeur qui est là juste à mes côtés, que je salue. Bonsoir Madame Gisèle Osambia. Bonsoir Véron, c'est un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau avec vous et avec Monsieur Gabi Kitoko. Et j'espère que le débat va se passer dans tout le respect de l'art. Et je salue aussi tous les abonnés, tous les téléspectateurs de AI Canal Télévision. Et donc on est là et je vous comment dirais-je, c'est juste une bonne audition et une bonne attention. Tout à fait. En tout cas, c'est le sentiment partagé. C'est un plaisir pour moi que de partager le plateau comme ça avec une distinguée consoeur. En tout cas, tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant, vous connaissez cette dame qui est à mes côtés. C'est une journaliste professionnelle comme moi. Et donc, partager le plateau comme ça avec elle, c'est un énorme plaisir pour moi. En tout cas, j'espère que nous ferons une grande émission avec vous, Madame Gisèle. Ouais, je l'espère aussi. Merci beaucoup. Et je suis aussi avec notre consultant de chaque vendredi. En tout cas, il est là, Monsieur Gabi Kitoko.
et que je salue aussi. En tout cas, c'est avec plaisir que je vous salue ce soir pour commencer cette émission. Oui, bonsoir, M. Véron. Mm. C'est un réel plaisir, comme m'a dit ma sœur Gisèle, de partager ce plateau avec des éminents journalistes. Mais nous sommes là. Je salue tous les téléspectateurs de iCanal Télé. Nous sommes au rendez-vous et nous sommes toujours là pour partager ce moment avec vous. Merci beaucoup. En tout cas, ceci étant, vous avez vu la première vidéo que nous avons proposée, que cette émission se passe dans le cadre de la journée que tous les Congolais venaient de fêter, la journée du 17 mai, qui a été au départ la journée où on célébrait l'entrée à Kinshasa, ou au Congo, je crois à Kinshasa, à Kinshasa de l'AFDEL, mais aujourd'hui transformée en une fête de FRDC. Pourquoi d'abord transformer un événement aussi historique qui était effectivement l'entrée de l'AFDEL en une fête de FRDC? Avez-vous un petit mot à placer déjà en liminaire comme ça? Moi, je pense qu'avec un peu plus de recul, c'est vrai que lorsque l'AFDEL arrive, il faut d'abord contextualiser. Nous venons le 24 avril 1990 ou 90, le maréchal Mobutu prononce son discours où il dit qu'il prend congé du MPR qui était le parti-État. Tout à fait. Le Zaïre s'ouvre au multipartisme. Et débute une longue période d'incertitude. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est dans ce contexte-là, le Congolais lassé, fatigué, parce que, bon, 32 ans, ça faisait quand même beaucoup. Il fallait changer. Et lorsque Kabila arrive, lorsque les gens entendent le bruit de bottes, et on dit que c'est Kabila Laurent, un Congolais, évidemment, ça ne pouvait que susciter l'enthousiasme, l'engouement, mais qui, à la fin, on finira par découvrir... Mais il faut reconnaître que les Congolais avaient vomi Mobutu en tout cas. Tout à fait, c'est ce que je dis. Lassé de ces 32 années quand même. Donc, ils ont eu vent qu'il y avait un Congolais qui venait et tout à fait normal. Ils se sont dit, bon, voilà, c'était une occasion... Au nom du libérateur. Au nom du libérateur, qu'on tourne un peu la page, qu'on essaye de voir comment les choses, si on peut encore peut-être espérer quelque chose de mieux. Mais voilà que lorsque Kabila arrive avec sa compagnie, donc dans sa gibecière, il amène ses Rwandais, ses Ougandais, ses Burundais et autres. Donc le rêve vire au cauchemar. Les gens se rendent compte que en réalité, Kabila n'était pas celui qu'on attendait, c'était pas lui le libérateur, et qu'en réalité, c'était pas une révolution, c'était plutôt une invasion, c'était plutôt une attaque. Et ça a été le début de l'hécatombe, ça a été le début du déclin, ça a été le début de la déchéance qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc ce n'est qu'une suite, donc ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ce n'est qu'une suite logique de ce qui a été fait. Donc vous voulez vous collez pratiquement au titre que nous avons mis que l'AFDEL nous a plus apporté la malédiction que la bénédiction. Non, je ne dirais pas la malédiction, parce que moi je ne suis pas dans cette rhétorique, mais je dirais que le cycle de violence dans lequel on se trouve aujourd'hui, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, et en quelque sorte, Kabila doit être tenu responsable, avec un peu plus de recul, parce que ça fera bientôt 26 ans, je crois, si mes calculs sont bons, 26 ans après, on a quand même le temps de faire l'évaluation pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Je ne dirais pas que c'est une malédiction, parce que je ne peux pas maudire mon pays, je ne crois pas que mon pays est sous la malédiction. Vous savez, moi, je suis trop afrocentré et je connais la valeur. Je pèse le mot, alors je ne peux pas dire que mon pays est sous la malédiction. Ouais, mais je dirais que ça a été le début de la déchéance, le début du déclin. Du déclin. Ouais. Donc, et les années Mobutu, alors, c'était quoi pour toi? Non, mais les années Mobutu, en fait, moi, je ne dis pas que les années Mobutu, tout était rose, mais non, mais ça veut dire qu'il y a eu des choses qui n'ont pas marché. Si, à un moment donné, le peuple, le Zaïrois a vomi Mobutu, parce qu'il y a quelque chose, il y a eu des choses qui n'ont pas marché, mais il y a eu aussi beaucoup de choses. Vous savez,
Aujourd'hui, lorsque vous parlez vous parlez avec tout le Congolais. Moi, par exemple, je suis de l'Équateur. Hein, je ne suis pas dans cette logique où on a divisé le Congo encore en province. Moi, je dirais, je suis de l'Équateur. Mais ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, dans le Nord Kivu me préoccupe. Mais ces sentiments de cette unité nationale, de voir que ce qui se passe, par exemple, chez mes frères à l'Est, me préoccupe au plus haut niveau. Mais c'est Mobutu qui a inculqué. Et si même aujourd'hui, le Congo, ceux qui essayent de balkaniser le Congo, de fragmenter le Congo, n'ont pas réussi. C'est ces sentiments ces sentiments d'unité nationale. Et ça, il faut le reconnaître. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui que le Congo est resté ce qu'il est. En dépit de tout, c'est vrai que nous avons nos divergences, nous avons nos points de désaccord, mais lorsqu'il s'agit de l'unité, lorsqu'il s'agit de la question de la nation, tout le monde est là et tout le monde dit que le Congo doit rester un et indivisible. Et ça, c'est l'un de l'héritage des années Mobutu. Et moi, je suis né en plein pouvoir, comme Mobutu était sous pouvoir, en train de régner. Et moi, je n'ai jamais... La première fois que j'ai entendu un coup de feu réel, c'était en 97. Sinon, c'était que dans les films, on voyait, et tout, dans le film Rambo, Arnold Schwarzenegger et les autres, tout, le film des guerres ou Apocalypse Now. Mais c'était des choses... au-delà même de notre imagination. En tout cas, c'était la paix, l'unité nationale. L'unité nationale. Donc, c'est ça, et ce sentiment de se dire que Bana Tata Moko, Mama Moko, Libota Moko, ça c'était les années Mobutu. Et ça, on ne doit pas oublier. Et ça, c'est dans son actif. Bon, c'est vrai qu'il y a eu de choses, comme chaque œuvre humaine, il y a eu de bons et de mauvais côtés. Ce que je dirais aussi que, par exemple, je ne dis pas que tout ce que Kabila a fait était mauvais. Il y a quelques points positifs. Mais lorsqu'on met dans l'ensemble, vous comprenez aujourd'hui, par exemple, moi j'essaye de voir ce qui se passe et je sens il y a ce rélan du moboutisme. Les gens qui parlent de Mobutu, les gens qui deviennent nostalgiques de Mobutu. Mais qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les gens à être nostalgiques de Mobutu alors qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans passés, Mobutu c'était le diable. Le diable. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a des valeurs qu'il a léguées. Il y a des valeurs qu'il nous a léguées et donc moi je crois que c'est ça. Bon, je ne suis pas là pour faire le louange. C'est là où je te dis, on aura toute une journée, une soirée ici pour Mobutu. Là ne t'en fais pas. Mobutu c'est une grande figure qui a dirigé ce pays pendant autant d'années. On finira par faire un plein feu un jour sur Mobutu. Oui, il avait ses limites, il avait ses défauts. Tout à fait. Et moi, je ne suis pas là pour faire l'angélisme, je ne suis pas là aussi pour louer, mais il faut faire des choses objectivement. Et nous pensons que le moment viendra, on parlera de ça. Tout à fait, tout à fait. Mais, M. Gabi Kitoko, je sais que si on pouvait donner de la chair de Mobutu à Laurent Désiré, il boufferait cette chair-là. Parce que dans tous ces discours, c'était toujours le diable. Il vient de dire, ce diable-là, on vient le chasser et tout ça. Toi aussi, tu vois la même chose que l'entrée de l'AFDL, c'est le début de la déchéance du Congo, ou tu le vois autrement parce que pour toi, en tout cas, Laurent Désiré Kabila, quand même, c'est un véritable héros du Congo. Oui, merci beaucoup. Monsieur Véron, je salue la position prise par Maman Gisèle. Moi, je crois qu'elle a bien commencé par recadrer la genèse des choses. Le fait maréchal Mobutu avait déclaré qu'il y ait démocratie, mais que lui-même a bloqué. Et ce que nous avons vécu le 17, c'était qu'une suite c'était que la conséquence des dispositions ou des décisions prises par le maréchal. Pourquoi? Parce qu'on aurait dû avoir l'union sacrée, on avait CNS qui avait élu un premier ministre, on devait aller aux élections et gagner. Mais ça a capoté. Et parce que le même Mobutu qui a prôné la démocratie a bloqué tout. Même la conférence nationale souveraine, c'est encore lui qui bloquait tout. Oui, au point de nous dire que tous les Aérois, les peuples aérois, lui devaient tout. Ça, c'est trop fort. Donc, nous étions pris en otage en tant que peuple. Par un seul homme. Et
une classe dirigeante. Donc, comme Maman Gisèle l'a dit, le peuple était lassé et il voulait... Donc, il nous fallait un libérateur. Donc. Oui. Oui. Il fallait se libérer du régime Mobutu. Et il faut l'avouer ouais. Que l'avenir de Mouzé a donné de l'espoir. Et il faut mettre dans l'actif que même l'image du Grand Congo a changé. Nous, avant que... Je sais très bien, il faut le reconnaître, quand le fait maréchal Mobutu avait pris le pouvoir, il y avait de l'espoir. Mon papa me disait, il y avait de l'espoir parce que le pays est sous un chaos. Mais tendant vers son déclin, il a laissé le pays par terre. Il a lui-même, même l'armée là, ce n'était plus une armée, c'était une armée des commerçants. Des affairistes. Oui. Qui, au lieu de s'attaquer, quand on avait vu à Massissi cette histoire, et ces généraux qui étaient mariés à des femmes et tous ces consorts ne pouvaient même pas aller, ils disaient au maréchal autre chose pendant que l'ennemi était d'envasser. Oui, c'est pas un secret, Mouzé l'avait dit lui-même, je me souviens, dans son interview avec Claude Bettman, qu'on m'a approché pour que je rejoigne. Et le mouvement AFDEL, ce n'est pas Mouzé qui l'a créé. Et j'avais suivi, peut-être on va parler de cela, de Maman Zouzan Bombo qui a parlé des conglomérats d'aventuriers. C'est Mouzé qui l'avait dit. Mais il s'est dit, il n'y a pas autre moyen. Voici l'occasion, peut-être pour moi, maintenant, d'aller à Kinshasa. Et quand il est arrivé, il a démontré qu'il a travaillé pour ce pays. Le malheur, ce n'est pas Mouzé qui avait amené les Rwandais, mais les Rwandais étaient sur notre sol. Parce que Mobutu commençait... Sous Mobutu, vous le dites? Oui, mais c'est sous Mobutu. Quand il y avait des négociations, Papa Ngwa de Rez Mémoire l'avait dit quand il était tenté de négocier avec Museveni et Kagame, qu'est-ce qu'il disait? C'est dans les comptes, ce sont eux qui agressaient. Alors, parce que ça galopait avec Kengo pour arriver quand même à mettre fin, parce que Museveni et Kagame avaient des exigences auprès de leur aîné maréchal, ça n'a pas pu. Et par là, ces gens ont cherché à avoir une figure de congolaise. Ils ont pris Mouzé et Mouzé l'a accepté. Et même pour que Mouzé soit accepté par les Congolais qui ne le connaissaient pas à ce temps-là, les Aïros à l'époque, il a fallu un politicien. Etienne Tshisekedi pour déclarer que Laurent Désiré c'est un Congolais. C'est là où nous avons ce où. Parce que tous... Donc il a eu la bénédiction du feu Etienne Tshisekedi pour... Absolument. Pour vraiment entrer au Congo. Vous vous souviendrez pour cela. Donc ce feu vert a montré que vraiment il y avait espoir. Donc. Pour cela qui était à Kinshasa, oui. Quand on a entendu que les Rwandais nous agressaient et que le fait maréchal était à ce moment-là à l'hôpital en Suisse, on criait que non, Mobutu Zonga Mboka. Nous mêlons biso général Maïla Akanga, Kagame, et puis mettre fin à la guerre. Parce qu'à ce moment-là, on savait que c'est une agression. Mais quand on a dit que non, Laurent Désiré Kabila, tout a changé. Mobutu est encore revenu de Nice. Il a encore tergiversé pour ne pas nommer l'homme qu'il fallait. Oui. Donc Etienne Tshisekedi pour nommer Kengwa Dondo. Oh. Et tout ça, ça fait. Et ça, c'est ça la conséquence. Oui. Là où je ne partage pas la vie de maman, Gisèle, oui. C'est de dire que, au fait, Mouzé, donc on doit mettre sur le dos de Mouzé la responsabilité de ce qui nous arrive aujourd'hui. Non, je ne pense pas que ça serait réellement. Même si on doit monter dans l'histoire, vous allez comprendre très bien que cette histoire a commencé en 1981, quand le maréchal a décidé maintenant de retirer la nationalité à tous ceux-là qui les avaient donnés en masse, la nationalité qui était les Banyamulenge ou les Rwandais. Les rwandophones. Les rwandophones. Et c'est cela la genèse des choses. Et maintenant, ils ont récupéré pendant qu'il était faible. Lui-même l'a dit au Makwanya-Dodo. Donc, pendant qu'il était faible, et ils ont attaqué. Et, oui, Mouzé, comme vous m'avez demandé, il pouvait appeler l'idéal parce que Mouzé combattait Mobutu. Donc, vous voulez dire que c'est Mobutu lui-même qui avait placé les prémices de la crise. Absolument, absolument. Avec cette affaire de retrait des nationalités de Mme Moulengue. Oui. Je ne voudrais pas qu'on reste là, parce que là, le 17 mai,
ce n'est même plus l'AFDEL, c'est plutôt autre chose maintenant. Ce sont nos FARDC. Mais finissez votre idée avant que, peut-être que Mme Gisèle, certainement, aurait quelque chose à dire là-dessus. Oui. Donc, vous parlez le 17. J'ai observé cela dans mes analyses. Je me suis dit, peut-être le pouvoir de l'IDPS, qui a compris que à chaque fois, si le plan politique, donc pacifique, comme Étienne le déclarait, donc sans armes, il n'arrivait pas à faire partie le maréchal, qui était un opposant ou un adversaire. Maintenant, il y a eu les hommes de bottes, comme on les appelle, qui sont venus, mais ils ont chassé. Donc le mérite était à l'armée. C'est ce que j'essaie de comprendre. Donc le pouvoir de Fati, parce que du temps de Joseph Kabila, il continue toujours que c'est la victoire de l'AFDEL. Mais avec Fati, lui il a dit non, maintenant je remets à l'armée, c'est-à-dire l'armée qui a fait tomber Ngoutou. Donc les coups de canon, comme disait le maréchal lui-même, il dit que je ne sortirai pas de ce côté si ce n'est que par là. Bon, on ne va pas s'appesantir là-bas. Je ne sais pas si vous avez un mot à placer par rapport plutôt aux raisons avancées par M. Gabi Kitoko, disant que c'est M. Mobutu lui-même qui avait planté le décor de la crise, et même de la crise qui est en train de se perpétuer aujourd'hui au Congo. Ce n'est pas l'AFDEL, mais c'est plutôt Mobutu, le président Mobutu, avec son régime dictatorial. Bon, en fait, moi, ce que je pourrais dire à monsieur, moi, mon point de vue, c'est que c'est vrai que nous devons regarder la genèse. Vous savez, le Congo n'a jamais été en paix. Hein, de toute façon, il a toujours été l'objet de convoitises de ses voisins. Mais ici, lorsque je parle de Laurent Désiré Kabila, quand il accepte de prendre cette responsabilité, alors qu'il savait bien que le Congo était agressé en 1996, lorsque la guerre commence en 1996, octobre 1996, c'est le Rwanda qui agresse le Congo, comprenez? Mais pourquoi il prend cette responsabilité de se mettre à la tête? C'est une sorte de trahison. Vous savez, Laurent Désiré Kabila, c'est quand même un maquisard. C'est un marxiste, à ce que je sache. Okay? Il m'est arrivé de lire le livre, un stratège chinois qui a vécu il y a bien des années, plusieurs millénaires, Sun Tzu. Il parle de l'art de la guerre. Et lorsqu'il parle de l'art de la guerre, il dit que la guerre, est d'une importance vitale pour l'État. Pour une nation. Pour une nation. C'est-à-dire que la survie ou la dépérition d'une nation ou de l'empire dépendent donc c'est pourquoi il faut faire de réflexion. Vous savez, lorsque vous voulez commencer une guerre, il faut bien réfléchir. Parce qu'il s'agit de questions de vie ou de mort. Une nation peut grandir ou une nation peut disparaître. Et lorsqu'il explique, il dit, pour cela, il faut avoir la doctrine, il faut avoir une doctrine. Il faut avoir une doctrine. Alors, Mosé Kabila, déjà, ses amis à lui, les personnes avec qui il s'est coquiné, il a eu des accointances, ils n'avaient pas la même doctrine. Donc, lorsque vous n'avez pas la même doctrine, c'est difficile. Il savait que le Rwanda et les autres, le Ouganda et Burundi, leur objectif, c'était faire main basse. Okay. Bon, lui, il a dit qu'il voulait libérer le Congolais de la dictature de Mobutu. Déjà que leur agenda n'était pas conforme. Ce qui fait que, déjà au départ, ça donnait de germes de conflit. Et vous avez fait la philosophie, on dit lorsque les prémices ne sont pas bonnes, il n'y a pas de conclusion. La preuve en est aujourd'hui parce que, bon, Kabila, lui, il avait cette intention, soi-disant, de libérer le Congo de la dictature de Mobutu, alors que ses amis, ses copains, Kagame, Museveni et les autres, eux, ils avaient pour objectif de faire main basse sur la richesse du Congo. Et voici aujourd'hui les conséquences. Donc, c'est ça. Tout à fait, Gisèle. Nous sommes éternisés là-bas. C'est tout un sujet. Et j'aimerais que la réalisation nous fasse une pause. Je comprends que vous avez beaucoup de choses dans vos ventres. Vous-même, maman Gisèle Osambia, comme M. Gabi Kitoko, au sujet du passé du Congo. Et je suis convaincu que même nos compatriotes qui nous suivent sont certainement divisés sur cet aspect des choses. Est-ce Mobutu qui est la cause de tout ce qui arrive aujourd'hui au Congo? Parce que quand on décriait Mobutu à l'époque, avant son départ en tout cas, avant l'entrée de l'AFDEL,
tout le monde disait que le mal du Congo, c'était Mobutu. Maintenant, l'AFDEL vient, et c'est les Rwandais qui viennent nous démontrer aussi qu'eux pouvaient faire aussi du mal aux gens. Maintenant, on dit que non, c'est l'AFDEL et tout. Bon, en tout cas, j'aimerais que vous puissiez, à moins que vous puissiez placer un dernier mot, mais... Bon, en fait, non, allez-y en tout cas. Ça, c'est mon téléphone qui dérange. Oui, dire que le mal... En fait, quand le Congolais disait que... Les Zaïrois à l'époque disaient que le mal du Zaïre, c'était Mobutu. Oui. C'est dans ce sens que le tissu économique était par terre. Mm. Le social n'allait plus bien. Ok, oui. Ça, il faut qu'on se le dise. C'est comme ça qu'il y a eu les pillages. Et maintenant, aujourd'hui, quels sont les problèmes qui rongent le Congo aujourd'hui? Non. C'est l'économie qui est malade? Non, mais attendez, Véron. Allez-y. Mais très rapidement, en tout cas. Alors, lorsqu'on dit que l'AFDL est le mal du Congo, le mal du Congo dans le sens qu'aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, le Congo est déstabilisé. Donc, on est en train de parler de deux choses différentes. On a attaqué Mobutu sur sa politique économique, sur sa politique sociale. Mais du temps de... Tout le monde dira que du temps de Mobutu, il y avait la paix, il y avait la sécurité. Le Congolais pouvait quitter Bandundu, aller à Mbandaka sans problème, quitter Ngandanjika, aller à Bassankoussou sans problème. Donc c'était ça. Le mal, quand on dit que l'AFDEL est le mal aujourd'hui, c'est parce que c'est l'AFDEL qui a ouvert ce couloir. C'est l'AFDEL qui a permis que les armées... Là, vous basez sur l'insécurité. L'insécurité. Donc, c'est par rapport à ça. Tout à fait. Ouais. Au moins, là, on ne va pas discuter parce que sous Mobutu, il y avait l'unité nationale, il y avait justement la sécurité dans nos frontières. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot dans ce cadre pour placer par rapport à l'AFDEL, parce que vous soutenez que l'AFDEL, les problèmes que nous avons aujourd'hui n'ont rien à faire avec l'AFDEL. Non, mais nous devons bien cadrer. Il y avait l'unité, personne ne peut pas ça nier du temps du régime du maréchal Mobutu. Mais à quel moment? Est-ce que vers sa fin? Mais cette guerre n'a pas commencé quand Mobutu n'était plus au pouvoir. Cette crise a commencé quand le maréchal était vers sa fin. Je crois que c'est là que le maréchal vivant, président du Congo, c'est seulement que cette guerre a commencé. Qui ont lu Papa Mwanda, normalement, ils ont compris quand il a dit « Ainsi sont les glaces ». Son livre là parle de tout. Un proche collaborateur de Mobutu en tout cas. Il avait déjà senti, il a vu le dégât venir. Au niveau de l'armée, au niveau des services de renseignement, qui étaient infiltrés. Voilà. Bien sûr, ça on ne peut pas nier que, par exemple, officialiser, amener les étrangers au niveau de Kinshasa, c'était du temps de Mouzé. Mais Mouzé l'avait justifié quand il avait reçu pour la première fois à Kinshasa tous les officiers militaires. Il les a dit que non, je n'étais pas naïf. Parce que vous étiez avec Mobutu aussi, je ne pouvais pas vous tendre la main. Alors c'est reconnu sur le plan international que je devais tendre la main aux étrangers. Mais c'est avec vous que Dieu me formait. Mais aujourd'hui, parce que c'est de même côté où la guerre a commencé avec ces Rwandais, mais on met tout sur le dos de Mouzé, et là je ne suis pas d'accord. Parce que Mouzé l'a justifié. Il dit, bon, lui il était presque fini, il n'a pas nié, il a dit que j'ai tenté mes aventures à maintes reprises, j'étais voué à l'échec parce que Mobutu était fortement armé, personne ne pouvait oser Mobutu. Maintenant il a trouvé une occasion, on l'appelle, il a dit que accompagnez-moi chez nous. Et il a voulu traiter avec tous ses alliés qui avaient d'autres ambitions. Et quand il a vu des excès des Rwandais, il les a tous chassés. Chassés, oui, mais c'est ça. Alors, mais on continue quand même à le condamner, il dit c'est lui qui est... Mais lui, c'est pourquoi il est même mort. Parce que quand il s'est retourné contre des gens qui étaient des amis pourtant, allons là-bas pour aider le Congo, mais eux, ils venaient pour conquérir le Congo. Et quand il a vu que c'était une conquête, il les a chassés et ils se sont retournés contre lui jusqu'à les tuer. Donc j'espère que là, Madame Gisèle Osambia, tout est fini maintenant en tout cas. Non, mais puisque ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat, je reconnais, mais... Si vous voulez que je donne mon point de vue... Parce que l'AFDEL, c'est le 17 mai, même si aujourd'hui on a changé de dénomination, pour se focaliser sur l'armée, mais c'est quand même le symbolique, c'est toujours l'AFDEL, l'entrée des Rwandais au Congo. Oui, mais puisque vous parlez de l'armée, vous savez, l'armée est la colonne vertébrale d'une nation. Ah, là, vous basculez déjà à l'armée? Non. Ou vous voulez placer un mot toujours sur l'AFDEL? Quand mon frère Véron, qui dit que Kabila, Laurent, lui a parlé avec nos officiers, pour leur dire qu'ils pouvaient pas leur là, vous voyez de M. Gabi Kitoko. Oui, je réponds à M. Gabi Kitoko. Ouais. Mais attendez, l'armée, c'est la colonne vertébrale d'une nation, ok? Si je me rappelle bien de ma notion de biologie, on dit que la colonne vertébrale a 3 rôles.
Hein. Elle sert à soutenir le corps, hein, le poids du corps, et elle permet à la partie supérieure du corps de pouvoir bouger et pivoter, et elle sert aussi à sécuriser, à protéger la moelle épinière et les nerfs. Tout à fait. En tout cas, c'est ce que Tout à fait. Donc, tu as bien maîtrisé ta notion de biologie. La colonne vertébrale, elle doit être souple, solide et stable à la fois. Ah, tu as bien maîtrisé ta notion. Allons-y. Quand Laurent Désiré arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il prend nos militaires. C'est vrai que l'armée était infestée, mais ce n'était pas tous. Le Zaïre a dépensé beaucoup. Hein? Mobutu lui-même le disait, la paix au Zaïre me coûte énormément. Okay? Il a dépensé. On a eu des officiers qui ont été formés dans les meilleures académies militaires du monde. Okay? Lorsque Kabila arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse à Kabarebe et les autres. On les envoie à Kitona dans un mouroir. Ok. Ils détruisent tous nos documents, nos archives. On demande à un colonel qui est breveté d'état-major général ou je sais pas moi, un technicien d'état-major général, un petit Kadogo à qui on a juste appris à tirer une Kalachnikov. C'est à lui d'enseigner ce général. Mais non, mais il faudrait... Vous savez, l'armée, c'est une science. Hein? C'est une science comme toute autre science. Tout à fait. Hein? Donc, ne devient pas général qui le veut. Tout à fait. Il ne devient pas colonel qui le veut. Il faut bien le dire. Donc, déjà, sur ce point-là, notre armée, qui est la colonne vertébrale de la nation, a fléchi. Elle a pris un coup et tout est tombé par terre. Et vous savez, c'est l'armée... C'est l'armée, sous Mobutu. Non, je dis non, mais quand Kabila arrive, non, l'armée était c'est-à-dire il aurait pu travailler avec ces gens-là. Vous savez, il aurait pu impulser, apporter un vent nouveau, une autre idéologie. Mais il n'a pas voulu travailler avec ces gens. Il y a eu beaucoup de nos vaillants officiers qui sont morts à Kitona. Et Kabila a laissé faire. Kabila a laissé faire Kabarebe, a laissé faire tout ce monde-là. Ce n'est que quand ses amis se sont retournés contre lui, quand il a vu que son pouvoir était mis en danger, c'est à ce moment-là qu'il a voulu son propre pouvoir. C'est là qu'il va se débarrasser. Or, vous savez, l'armée, comme je dis, c'est comme une colonne vertébrale. Je dirais, c'est le catalyseur du sentiment national. C'est le facteur de, comment je dirais, de la paix, hein, à travers la dissuasion. Mais lorsqu'on n'avait pas eu notre armée a été déchiquetée. Et quand les Kagbarebe il le faisait sciemment. Il le faisait sciemment. Ils avaient leur objectif d'étendre leur empire, oui, tout à fait, et de détruire le monde. Donc c'est ce qui fait que lorsque la charpente est tombée, l'armée est tombée, les gens, les généraux de Mobutu et les militaires, je veux revenir, et les soldats, c'est pas qu'ils n'étaient pas formés. Le problème, c'est qu'ils n'étaient pas motivés. Okay? Ils étaient plus motivés parce qu'à voir la manière avec laquelle les généraux vivaient, c'était des commerçants, ils avaient des bateaux, ils menaient une vie de pacha. C'était ça sous Mobutu, c'est que oui, c'est ce que je dis, mais nos militaires... Que c'était des affairistes au lieu d'être des militaires. Mais entre-temps, on avait une armée bien formée. On avait des hommes mais qui n'avaient pas... qui n'ont pas voulu... Mais formés, mais sans éthique. Tout à fait. Sans éthique militaire. Non, tout à fait. Mais seulement quand Kabila vient, il met tout table rase. Ça veut dire qu'il ne veut même pas entendre de ces gens-là. C'est comme si toute l'armée de Mobutu, il n'y avait que des oranges pourries. Alors qu'il y avait quelques personnes qui... Et peut-être les généraux à la tête, mais par exemple, moi je dirais les autres officiers et les soldats. Malgré le changement du régime, mais l'armée c'est le socle d'une nation. Mais on prend la même armée, on continue. Oui, mais on n'a pas voulu, Kabila n'en a pas voulu. C'est ça. Au contraire, il a fait confiance aux étrangers. Comment il nomme Kabarebe comme chef d'état-major général. Pendant qu'il y avait des Congolais. Et c'est ça, on prend toutes nos archives, tous nos dossiers, et c'est comme ça que moi je dis que c'est l'une de ses fautes. Et ça, c'est une erreur grave. Et c'est ce que on dit, c'est comme Sunjo a dit, quand on veut faire une guerre, il faut vraiment réfléchir. Ne pas réfléchir, c'est une indifférence coupable. Tout à fait. Tout à fait. C'est une irresponsabilité. Quand on veut faire la guerre, il faut réfléchir. Merci, Gilles Osambia. Nous sommes en train de progresser là. À moi, je voudrais, parce que là, je voudrais qu'on se mette d'accord sur cette affaire de Musée Laurent Désiré Kabila, qui est la source
de misère au Congo avec ces Rwandais, et où c'est toujours la crise provoquée par Mobutu qui pourchasse les Congolais aujourd'hui. Un mot avant de passer aux déclarations de Zuzu Mbombo, s'il vous plaît, oui. Et puis clôturer ce chapitre. Absolument, je voulais quand même montrer à Maïzel. Je comprends, parce que beaucoup de Congolais, ou bien un grand nombre de Congolais, n'ont pas compris Mouzé quand il est entré. Il parle de quelque chose que moi j'ai vécu. J'étais dans une même parcelle avec un colonel, de chez moi d'ailleurs, un ex-phase, qui s'est dit, mais ton Kabila là nous a humiliés, nous, petit, jusqu'à ce niveau. Mais ils n'ont pas compris. C'est pour cela, vous savez, quand vous êtes entré, il y a des stratégies et des tactiques. Il était entouré, on pouvait l'éliminer même à partir de Lumbashi, parce que Rwandais, il les connaissait. Mais il voulait avoir le temps de s'organiser. Ce n'est pas juste pour sauver son régime que Mouzé a dit. Jusqu'à sacrifier nos officiers à Kitona. Non, mais il savait qu'on allait les tuer là-bas, mais il a laissé nos officiers. Non. Mais c'est là, parce qu'il y a la plupart. Il faut dire aussi que nos officiers militaires, ou même les ex-phases, étaient juste là de voir quelqu'un qui sort de nulle part, comment collaborer, il les boudait. Mais Mouzé, c'est pour cela qu'il les a appelés. Kabarebe en train de s'asseoir là. Parce que Mouzé était en train de justifier ce qu'il a fait. Il dit, je l'ai fait parce que vous étiez avec Mobutu. Maintenant, je vais former cette armée avec vous. Parce qu'il n'avait pas d'armée. Mobutu a laissé aussi une armée en débandade. Est-ce qu'on avait une armée encore? Donc, ce n'est pas l'effet Mouzé, mais avec le temps, pour ceux-là qui l'ont compris, il les a entourés, il a travaillé avec les Congolais, il n'a pas travaillé avec tous ces étrangers. Mais quand il est venu, bien sûr, il est venu avec ces gens-là, qui étaient les alliés. Il les a laissés pénétrer nos institutions. Et il leur a donné des postes de responsabilité, Bizi Makara aux affaires étrangères, un poste aussi régalien, et puis l'armée, c'est l'autre là, Kabarebe. Vous voyez, des postes aussi importants de sécurité, vous donnez ça comme ça, c'est comme s'il n'y avait pas de Congolais. Donc moi je crois que... Non, il n'est pas le premier, parce que si nous parlons en termes de guerre, au Kiba, Che Guevara n'était pas cubain. Mais seulement que Che Guevara, il avait la même vision. Il n'est pas le seul. Il avait la même vision que Fidel Castro. Ils avaient la même doctrine. Ils avaient la même ambition. Vous voyez? Alors que ce que moi je parlais de doctrine, Mouzé, peut-être qu'il avait l'ambition d'aider le Congolais, mais c'est que ceux qui l'accompagnaient ne voyaient pas les choses de la même manière que lui. Et ceux-là sont venus détruire le Congo. Tout à fait. Alors, je crois qu'on a eu une idée là-bas. On reviendra sur ce sujet ici. Oui. C'est assez controversé et tout. Parce qu'il faut seulement mettre ce titre-là comme ça. Alors, sur ça, il y a une dame, celle-là, tous les Congolais la connaissent, maman Zuzu Mbombo, qui a fait des déclarations aussi fracassantes, qui n'est pas d'accord aussi avec l'AFDEL. Voici ce qu'elle dit. J'espère que la technique ne va pas me trahir ici. Si elle me trahit, bon, écoutez, non, I can't get the... non, bon, écoutez, c'est la technique, hein, nous devons passer. On a déjà pris beaucoup de temps pour parler à Fidel. D'ailleurs, si on entre dans cette affaire de Zuzu Mbombo, ça va encore nous prendre beaucoup de temps. Bon, ok, je crois que vous avez ce... Mais en tout cas, elle n'a pas eu de mots tendres vis-à-vis de Laurent Désiré Kabila et de l'AFDEL. Elle aussi voit que, un peu comme Maman Gisèle Osambia ici, que c'est la source des malheurs des Congolais aujourd'hui. C'est l'AFDEL qui nous a amené des Rwandais et tout ça, un conglomérat des aventuriers, comme elle-même les appelle. Et voilà. J'aimerais maintenant que nous restions dans le deuxième aspect de cette date du 17, où on a parlé de la présence maintenant si la technique peut nous faire partir l'image de Madame Zuzu Mbombo pour revenir maintenant à parler d'autres choses. Bon, voilà. Et que maintenant, là, on voudrait... le gouvernement Tshisekedi a voulu qu'on puisse enfin se focaliser, parce que justement pour éviter ces tiraillements entre Laurent Désiré Kabila avec ces Rwandais qui sont venus. On n'a pas voulu laisser ça comme une date historique dans notre pays. On a donc fait de cette journée une journée pour nos FRDC. Alors maintenant, essayons de parler un peu FRDC.
qui doit faire, qui est aujourd'hui invité à bien se comporter sur le terrain de guerre. Vous savez que notre pays est en guerre, nous sommes en pleine guerre aujourd'hui, et que aujourd'hui, si on peut prendre la petite tranche d'émission qui nous reste pour parler un peu FRDC. Mais avant de parler de FRDC, il y a un homme aujourd'hui qui a été nommé au ministère de la Défense pour justement venir aider cette armée à faire mieux. Est-ce que j'aimerais que nous puissions un peu voir, écouter quelque chose, ce reportage de notre consoeur, Madame Gisèle. Je disais un commentaire de Gisèle Osambia qui est avec moi. La voix que vous allez écouter, c'est sa voix. C'est elle qui commente ces images, comme pour nous mettre un peu dans l'ambiance de ce que ferait M. Bemba. Et elle s'interroge à la fin si c'est l'homme qu'il faut maintenant ou il faut en attendre un autre, comme on disait de Jésus-Christ, plutôt de Jean-Baptiste. Bon, voilà. Écoutez un peu le reportage de Madame Gisèle Osambia. Humilié, attaqué de tous bords, piétiné, voire abandonné à son propre sort. L'heure a-t-il sonné pour l'ex-Zaïre de redorer son blason? Le général chinois Sun Tzu avait dit que la guerre est une affaire d'une importance vitale pour l'État. C'est le domaine de la vie ou de la mort. La conservation ou la perte de l'empire en dépendent. Un État qui veut que la gloire et le succès accompagnent son armée ne doit pas perdre de vue la doctrine, les temps, l'espace, le commandement et la discipline. Jean-Pierre Bemba sera-t-il en mesure de remettre nos forces armées sur le rail? C'est l'interrogation du jour. Mesdames et messieurs, je voudrais avant toute chose rendre hommage les plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qui a bien voulu placer sa confiance en ma modeste personne, en me nommant vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, et qui, par la même occasion, a nommé mon prédécesseur, ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique. Mes remerciements s'adressent également à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à qui je réitère l'assurance de ma haute considération. Monsieur le ministre, j'ai suivi avec une attention soutenue vos propos de tout à l'heure et vous en félicite. Je suis conscient que beaucoup d'actions ont été réalisées, bien qu'il en reste autant à accomplir pour la montée en puissance de nos forces armées. Je sais également que beaucoup de défis restent à relever, tels que vous les avez énumérés. Monsieur le ministre, conscient des propos selon lesquels il s'est installé en République démocratique du Congo depuis près d'un demi-siècle, une culture d'antivaleurs et d'immoralité publique qui mine le développement socio-économique de notre pays en général et de nos forces armées en particulier. Nous en ferons notre cheval de bataille. Et bien même de plusieurs autres défis que vous avez relevés dans votre discours. Monsieur le ministre, Monsieur le chef d'état-major général, Mesdames et Messieurs, la tâche est immense au regard des activités en chantier. Autant elle est immense, autant notre humiliation en tant que nation, à ce jour, l'est également. L'heure n'est pas au long discours, mais c'est plutôt l'appui
de tout ce que je sollicite, ici et maintenant, afin que tous ensemble, nous assurions l'intégrité territoriale de notre pays, restaurions l'autorité de l'État et essuyons cette humiliation. Que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo. Que vive la défense nationale. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Eh bien, nous sommes de plein pied sur les FRDC maintenant. Gisèle Osambia, mais nous avons comme entendu qu'il y a un breaking news qui nous vient du ministère de la Défense en RDC. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Nous avons un breaking news, en tout cas un scoop venant de Kinshasa. Bon, en fait, d'après les informations en ma possession, donc il se pourrait que le premier vice-ministre, vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba va se rendre en Chine. Il est attendu en Chine, donc il va prendre son avion ce soir. Et je crois que c'est toujours dans le cadre des accords de coopération militaire ou je sais pas moi dans la quête de... Mais j'ai pas encore tout le détail, mais peut-être dans les heures qui viennent ou bien la prochaine fois on aura plus de détails. Et on sait que la République démocratique du Congo essaye de frapper à toutes les portes. Je crois que ça fait comme... On l'a vu en Indonésie il y a 2 ou 3 semaines. Oui, c'est ça. Et toujours à la chaîne c'est toujours la coopération militaire ou comment? En tout cas, moi, en tout cas, ministre de la Défense, qu'est-ce qu'il fait? Je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais ce que moi je pense, il faut voir dans cette démarche, parce que il faut savoir aussi lire les signes de temps. Et moi, c'est ça, mon analyse. Peut-être que je suis en train de mettre le charrue devant le bœuf, ce que je pouvais pas faire. Mais moi, je crois que la politique aujourd'hui, on est en train de prendre d'autres directions. Je pense que le président de la République, parce qu'il faut dire que le ministère de la Défense, c'est la chasse gardée, c'est le domaine réservé du chef de l'État, c'est l'un de ses pouvoirs régaliens. Donc voilà pourquoi je dis que, et je suis pour ce qu'on a dit, la team working, l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe. On ne peut pas, je ne suis pas de ceux qui pensent, je n'ai jamais vraiment fait l'apologie des hommes-providence. Je pense qu'un seul homme ne peut pas résoudre tout le problème. On a tous besoin d'une équipe. Mais à voir comment les choses ça bouge, on se rend compte que peut-être que la présence de Jean-Pierre Bemba dans le gouvernement, c'est ce qui manquait, parce qu'il faut qu'on le dise aussi. Jean-Pierre Bemba, c'est vrai que c'est un monsieur très courageux, c'est un monsieur profondément patriote, mais au-dessus de tout, c'est un souverainiste. C'est vraiment un souverainiste et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles il se retrouvait 10 années à l'A.E. Ça aussi c'est autre chose. Et il fallait peut-être que Félix ait quelqu'un de courageux comme ça pour dire qu'il faut qu'on change de partenaire stratégique. Et ça, le Congo en a besoin. Vous savez, le monde n'est plus aujourd'hui unipolaire. Le monde est multipolaire. Et ce qui fait qu'il y a des puissances qui émergent aujourd'hui. Vous voyez par exemple son dernier voyage en Indonésie. Beaucoup de gens, peut-être, lorsqu'on parle de l'Indonésie, on parle d'une île, mais les gens ne comprennent pas que c'est un pays très émergent, 16e économie mondiale. En 2030, elle sera 7e, donc elle dépassera la Grande-Bretagne et la France, selon les prévisions. Comme on parle de dragons, des nouveaux dragons Exactly. Et vous allez voir que l'Indonésie aussi, sur le plan, mais seulement, c'est le seul pays de l'Asie du Sud-Est qui fait partie de G20. C'est quelque chose. Mais sur le plan militaire, lorsque vous regardez le rapport, le classement de l'indice de puissance militaire, l'Indonésie est le premier pays de l'Océanie, avant l'Australie, avant la Nouvelle-Zélande. Donc vous allez voir que c'est un pays, c'est un géant, mais invisible. On n'en parle pas. Tout à fait. Et la politique indonésienne et la plupart des pays de l'Asie de l'Asie du Sud-Est, c'est une politique, ils ont comme une philosophie, comme ils appellent ça en anglais, on appelle ça edging, l'équilibre dynamique. Ça veut dire qu'ils ne s'alignent pas.
ils sont là, ils se disent, ils sont pas dans le suivisme. Il y a pas, pour eux, il n'y a pas le bon d'un côté et le mauvais de l'autre côté. Eux, ils essayent de s'accommoder, ils essayent de jongler, vous savez, de manœuvrer. Et Bemba a compris cela. A compris cela, et ils se disent, parce que les partenaires qu'on a eu jusque-là, ils sont juges et partis à la fois. Vous avez cité... Non, je ne cite pas, mais nous connaissons nos partenaires, nos partenaires traditionnels. Ce sont ces mêmes personnes, comme on dit en anglais, they are pulling the string behind the scene, de marionnettistes. Mais alors vous allez voir que l'Indonésie, c'est un pays aussi sur le plan géopolitique qui joue le rôle de l'équilibriste. Ça veut dire que c'est un pays qui est une sorte, c'est une sorte de gardien de paix dans l'Asie du sud-est. Et on apprend, comme on dit, le président Bemba va aussi, le premier vice-président, donc président du MLC. Le vice-président du MLC, le vice-président dans le gouvernement Sam. Le premier vice-ministre, dirais-je, il est en Chine. La Chine aujourd'hui, elle est à la tête de BRICS. Et vous connaissez la politique de BRICS. La politique de BRICS, c'est vrai, on n'est pas à la quête on ne va pas aller chercher d'autres maîtres. On ne va pas quitter un maître pour aller vers un autre maître. Sinon, mais seulement, on déshabille Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Mais seulement, l'avantage, ce qui est de bon avec les pays des BRICS, leur stratégie, c'est que c'est quoi? Ils sont pour la souveraineté des pays. Ils vous dictent pas. Oui, c'est ça. Ils vous dictent pas des choses. Il y a un c'est la collaboration. La collaboration. Avec les pays du Sud. Ça veut dire, ils respectent votre système politique, ils respectent votre système économique et ils tiennent compte de votre histoire et de votre anthropologie culturelle. Donc, ils ne sont pas là pour vous dire, nous avons besoin de démocratie, nous avons besoin de ceci, on doit vous imposer cela. Non, c'est un accord gagnant-gagnant. C'est ce que le président Félix est en train de dire aussi. Voilà. Ouais. Mais seulement, je voudrais me tourner vers Gabi Kitoko, mais est-ce que vous ne trouvez pas là que c'est un courage outre mesure que notre vice-premier ministre Bemba vient de prendre pour aller s'aligner de ce côté-là, de ces dragons de nouveaux, des pays émergents qui viennent pour demain bousculer toutes ces grandes puissances d'aujourd'hui. Vous ne trouvez pas que c'est un grand courage que ceux qui ont toujours géré le Congo, ici je fais allusion aux États-Unis, à la France, à la Belgique, disons l'Union européenne, est-ce qu'il n'y a pas possibilité que demain qu'ils puissent monter leur courroux face au Congo avec cet alignement de Bemba qui va vers eux maintenant? Non, je crois que la géopolitique a évolué. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ces terrains-là où les Américains pouvaient attendre qu'un pays est proche de la Russie ou de la Chine et puis t'attaquent, sinon ils auraient attaqué à beaucoup de pays, même en Afrique, parce que le Congo n'est pas le premier. Oui, combien de pays qui sont en coopération militaire avec la Chine, qui sont en coopération militaire avec et les Américains laissent faire. Mais l'Afrique du Sud, c'est un exemple qui est membre des BRICS. Donc, le problème, c'est quoi? Est-ce que tu es là pour maintenant déranger les intérêts de ces Occidentaux ou de ces membres Mais c'est avec vous qu'on a parlé ici des intérêts hautement américains et même français sur cette guerre avec le Rwanda, avec Clinton qui a été à l'origine, et tout ça, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce sont des gros intérêts américains. Et vous voulez dire que non, les Américains, si par exemple c'est la Chine ou l'Indonésie qui vient pour ravitailler le Congo en armes, et que demain, que les rapports de force sur le terrain basculent en faveur du Congo, les Américains seront contents avec ça, vraiment? C'est ce que vous voulez dire? C'est ce que je venais de dire. Ma conclusion dit que non. Est-ce que vous allez au niveau de déranger les intérêts? C'est là où ils vont réagir. Mais avoir des coopérations... Mais ce que Bemba cherche maintenant, il cherche ces nouveaux partenaires. Pourquoi? Pour que notre armée soit renforcée afin d'aller de prendre le dessus sur le terrain de guerre, par exemple. Et si on prend le dessus sur ce terrain de guerre contre le Rwanda, où on sait que c'est comme on dit toujours, que c'est une guerre de minerais. Les minerais en faveur de qui? Des Occidentaux, et que je venais de citer ici. Et donc ça signifie qu'on marche sur les intérêts. Donc on voulait prédire qu'on va taper les doigts de Bemba un jour. Les doigts de Bemba seront soumis
aux sanctions américaines ou même Fachi lui-même? Non, non, moi je pense que le vice-premier ministre est dans le cadre de sa politique. C'est-à-dire qu'en tant que ministre de la Défense, il cherche à assurer la défense. Que ce soit les Américains, que ce soit les Européens, ils ne sont pas contre la défense. Et pour lire ce qui se passe quand il s'agit de ces guerres, quand le Congo commence à menacer, on vous appelle à la négociation. On vous impose même la négociation. C'est là où vous avez vu les Nairobi et consorts sur la table. C'est-à-dire, au moment où le Congo, si vous vous entêtez pour dire que nous allons marcher dessus, c'est là où vous allez voir maintenant les Américains. Maintenant, vous dites que non, stop. Nous marchons dessus. C'est qu'ils peuvent encourager que le Congo monte en force au point de commencer à renverser la vapeur sur le terrain de guerre avec le Rwanda. Seulement, c'est à ce moment-là qu'ils vont nous stopper pour dire que non, n'allez pas plus loin. Non, non, non. Mais quand on sera arrivé à ce niveau-là, mais je crois que notre armée va envahir le Rwanda. Non, nous sommes au niveau de la défense. Ouais. Moi, je crois que monter à force, c'est au niveau de l'organisation de l'armée. Alors qu'il n'est pas l'attribution du vice-premier ministre. Parce que le vice-premier ministre, lui, il renforce l'armée dans son organisation pour qu'il ait des la politique générale de l'armée. De l'armée pour qu'il se défende. Pour qu'elle se défende, l'armée. Mais alors que au niveau de la présidence et l'état-major de l'armée, ce sont eux qui organisent maintenant le militaire enfin d'être prêt pour défendre. Donc il y a des mais tout parle de la politique, c'est pour nous sommes ici au niveau de la politique de la défense. Oui. Mais quand le Congo prend l'option d'aller vers d'autres partenaires, c'est là la question. Est-ce que ce n'est pas, cela ne va pas aboutir à ce que le Congo comme pays ait des problèmes avec nos partenaires traditionnels? C'est ça ma question. Non, non, mais non, le problème ne date pas d'aujourd'hui, même du temps de Maréchal. Maréchal qui était un allié vraiment des Américains et des Occidentaux. Mais la Chine, c'est la Chine qui nous a construit les pays du peuple, la Chine qui nous a construit... Donc la coopération, ils sont relax. À quel niveau? Ce que j'ai dit, si vous commencez à déranger les intérêts, c'est là qu'ils vous disent stop. Comment vous trouvez ça, Madame Osambia? En fait, moi, je trouve que c'est regrettable de dire qu'on menace les intérêts, mais le Congo, c'est notre terre. Le coltan, c'est le coltan. Vous avez dit que vous êtes souverainiste? Je suis souverainiste jusqu'à la moelle épinière. Okay. Et je suis de ceux qui pensent qu'après 60 ans d'indépendance, on ne doit plus nous dicter. Okay? Ouais. Nous devons vraiment maintenant reconquérir notre souveraineté dans toute sa plénitude. Okay? On ne peut plus comprendre que, c'est vrai, lorsque généralement on n'a pas le courage de citer ceux qui font du mal au Congo. Okay? On parle du Rwanda, mais on sait qui sont derrière, comme je dis en anglais, what the people were pulling the string behind the scene. Okay? Absolutely. La logique aujourd'hui, c'est quoi? Cette logique a commencé en 1885, 1884-1985, okay? Lorsqu'ils se retrouvent à Berlin. À Berlin. Nous, les Africains, nous n'étions pas là, ok? Moi, c'est comme ça que je suis aussi panafricaniste. Je me dis que, normalement, les frontières, ce sont des enclos qui nous ont été imposés par les colons, ok? Mais malheureusement, ou heureusement, aujourd'hui, le Congo, il est ce qu'il est. On est en là, vous adoptez le discours du Rwanda. Non. Là, en tant que souverainiste, vous adoptez le discours du Rwanda qui remet en cause justement les frontières héritées de la France. Allez-y. Moi, non, je ne parle pas de conférence. Je dis, dans cette logique, ça dit que à chaque fois qu'ils ont eu à discuter du Congo ou de l'Afrique, nous, on n'a jamais été présents. Ok? Et c'est vrai que, c'est ce que je dis. Je dis, malheureusement, on a hérité et le Congo, aujourd'hui, il est tel qu'il est. C'est devenu une nation parce que nous avons voulu. Au départ, ça a été une imposition, mais aujourd'hui. Et les Occidentaux, ils se sont fait comme objectif de faire de Congo leur réserve. Vous n'avez qu'à lire le livre de l'Américain qui est aussi journaliste, Adam Hochschild, de King Leopold's Ghost, le fantôme du roi Léopold, où il explique certaines choses. Ok. Alors, lorsque le gens meurt, ça fait prendre plus de 30 ans. Moi, je suis femme. Je suis mère de famille. Hein? Je ne sais pas, peut-être que vous, en tant qu'homme, vous avez d'autres sentiments. Et moi, quand je suis choquée de voir, lorsque j'entends, je vois cette cruauté, je vois ce niveau de barbarie, et je vois cette indifférence, cette injustice que nous sommes en train de subir. Ceux qui meurent dans le Nord Kivu,
Ce ne sont pas des Américains. Vous savez, en Amérique, il suffit seulement qu'un Américain soit en détresse quelque part. Ça peut être une cause de guerre. Tout à fait. Mais alors, mais pourquoi, quand nous devons nous défendre, on doit nous imposer? Si on dire que... Parce qu'en relation internationale, quand on est faible, on se fait imposer par les plus grands, pas par les plus forts. C'est la notion élémentaire de mais c'est comme ça qu'il faut, dans notre pays, il faut refonder notre pays. Et là, je suis d'accord avec... Et c'est le courage de Bemba maintenant. Oui, non, je ne parle pas de Bemba, parce qu'il ne faut pas qu'on se focalise sur une personne. Il est membre d'un gouvernement. Mais au moins, il est en train de nous bâtir toute une politique d'armée aujourd'hui. Tout à fait, mais il faut qu'on commence... Moi, je dis, depuis que notre pays, depuis l'accession à l'indépendance, on n'a jamais eu le temps de réfléchir selon notre propre paradigme. Quel genre de société nous voulons voir? Même notre armée, jusqu'à aujourd'hui, elle a été calquée sur le modèle colonial. Le modèle colonial de l'armée, c'était quoi? La répression. Or, une armée républicaine, c'est une armée qui protège, qui est là pour défendre les intérêts réels de citoyens. Ok? Or, ce qui se passe chez nous, c'est quoi? L'armée, c'est une branche, c'est le bras de répression pour ce qui est au pouvoir. Ok? On a vu ça avec Mobutu, il avait sa DSP. Kabila a eu sa garde républicaine. Aujourd'hui, toute une infanterie, toute une armée d'infanterie. Tu sais qui est quand même civil, il suit le même pas. Et tu vas voir que c'est une organisation mono-ethnique. Ce sont les gens, soit qui parlent le même dialecte ou qui sont du même coin. Comment vous pouvez bâtir? Alors que dans notre pays, on dit que l'armée, elle est républicaine. Hein? Mais ça aussi, j'ai lu notre compatriote Jean-Jacques Bondo, qui est un expert en défense. Il le dit, Bondo qui est en Belgique. Oui, il dit, mais il y a des lacunes. Mais on n'explique pas en quoi cette armée elle est républicaine. Sur le principe sur lequel se base le caractère républicain de notre armée. Vous savez, il faut qu'on réfléchisse sur ça. Il faut que nous le... Donc vous voulez dire qu'elle n'a rien de républicain? Non, ça dit qu'on ne définit pas. Moi aussi, je te dis, Véron, je suis malade. Mais il faut que je t'explique de quoi je souffre. Tout à fait. Donc c'est ça. Ou je dis, je suis contente, il faut que je t'explique. Donc, moi, je suis pour la souveraineté de l'Afrique. Il est grand temps que nous, les Africains, nous décidons de nous-mêmes. Nous allons apprendre de nos propres erreurs. L'Occident l'a fait, la Chine l'a fait. Tous les autres pays qui émergent aujourd'hui l'ont fait. Pourquoi, quand il s'agit de nous, les gens doivent être toujours derrière nous pour nous dire, demain, hier c'était la MONUC qui est devenue MONUSCO, aujourd'hui c'est l'EAC, c'est la SADC, c'est ceci, cela et tout. Mais ces gens-là, par exemple l'EAC, il est juge et parti à la fois. Comprenez? Il y a quelques membres avec qui le Rwanda est parti de l'EAC, le Burundi, l'Ouganda. Et la guerre, il faut si on remonte la genèse, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, ils étaient alliés. Et ils cultivent aujourd'hui le même esprit. Et puis les mêmes ambitions par rapport au Congo. Oh, tout à fait. L'Ouganda nous a fait la guerre aussi. Il est grand temps qu'on ait ce courage. Il faut qu'on ait le courage. Dans la vie, le capitaine Thomas Sankara l'a toujours dit. Un esclave, il n'a pas besoin. Tu ne dois pas attendre à ce que l'esclavagiste vienne te libérer. Il ne le fera jamais. La liberté s'arrache. Et nous devons arracher notre souveraineté. Et donc, vous dites que M. Bemba, Jean-Pierre Bemba, a donc compris cela. Je ne dis pas, il ne faut pas... Bon, parce que c'est un officiel congolais et il occupe des fonctions officielles au niveau de la défense. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas que M. Bemba est en train de franchir aujourd'hui. Il est en Indonésie et ce ne sont pas nos partenaires. C'est inhabituel qu'un ministre congolais aille en Indonésie, aille facilement en Chine. En matière de coopération officiellement comme ça. Il ne faut pas donner l'impression que c'est Jean-Pierre Bemba. Disons que c'est l'action gouvernementale. C'est sous l'emprise, disons, sous l'impulsion du président au Congo, on personnalise quand même trop les choses. On ne doit pas personnaliser. Tout à fait. Disons que des change of shift, comme on dit en anglais. Il y a un changement, il y a eu un revirement. Et donc c'est ça. On assiste là à un revirement en tout cas. Oui, tout à fait. On est en train de changer de position pour dire que nous avons nos partenaires qui vont toujours être là. C'est comme aujourd'hui, vous mangez toujours chez maman aimée, votre femme. Oui, et c'est vrai que demain je vienne, venez manger chez moi. Oui. C'est juste essayer de changer de goût. Mais c'est pas pour autant que vous laissez maman aimer. Donc c'est juste, permettez-moi ces petits tout à fait, Gisèle, tout à fait. Je me retourne vous avez dit que vous êtes non, pas progressiste. Je suis souverainiste. Du souverainiste au nationaliste qui est ici à côté de moi.
c'est juste un pas, en tout cas, que je franchis. Est-ce que vous Non, mais le souverainisme, il est au-dessus du nationalisme. Le souverainisme est au-dessus du nationalisme. Parce que alors là, vous voulez engager notre débat. Non, mais est-ce que vous adoptez cela? Non, parce que le nationalisme, c'est le sentiment le suprême de l'amour de la nation. On aime son pays. Au contraire, le souverainisme est englobé par les nationalistes. Non, mais quand on est... Tout nationaliste est un souverainiste. Tout nationaliste est souverainiste, non, Gisèle. pas nécessairement. Automatiquement. Pas nécessairement, Non, parce que... À moins, il l'est Non, pas. mais puisque quand vous dites que vous allez déranger les intérêts des occidentaux, machin truc et tout, quand on est souverainiste, on pense pas de la sorte. Parce que quand on est souverain, on décide de soi-même. On peut aimer sa patrie. Vous savez, c'est comme un enfant qui aime sa mère ou qui aime son père. Mais est-ce qu'il a le droit, par exemple, lorsqu'il est encore mineur, est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'il peut faire venir son copain? Est-ce qu'il peut boire dans la maison de son père? Est-ce qu'il peut se permettre certaines, je ne sais pas moi, légèreté. Certaines légèretés. Donc ça veut dire qu'il aime son père, il aime sa mère, mais ses mains sont liées. Et le souverainisme, ça veut dire que vous avez les mains déliées, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, vous pouvez décider de vous-même, vous pouvez choisir qui peut être votre partenaire, comment est-ce que vous allez mener votre politique, comment est-ce que vous allez gérer votre maison, c'est ça. Mais le souverainisme en chef au Congo, c'était Mobutu, non? Comparez Mobutu à Lumumba par rapport au Congo. Allez-y. C'est ce que je voulais faire voir Maman Gisèle. Oui. C'est le fait de comprendre qu'un souverainiste peut ne pas être nationaliste. C'est-à-dire qu'il est fait pour son intérêt. Ah, il y a cet aspect, cette nuance. Alors qu'un nationaliste, parce qu'il est pour la nation et il ne peut pas accepter tout ce qui vient de l'extérieur. Voilà, par exemple, nous avons le cas de Musée qui disait pas de dictat. C'est-à-dire qu'il est automatiquement un souverainiste. Parce que le fait qu'il défend sa nation, tout ce qui vient de l'extérieur de la nation, il ne peut pas accepter. Nous avons vu même aux États-Unis avec Trump. Il s'en foutait même des Européens qui sont des alliés. Pourquoi il dit que non, premièrement, les États-Unis. C'est-à-dire qu'un nationaliste est automatiquement souverainiste. Pourquoi? Parce qu'il va défendre tout ce qui n'est pas on est peut-être on va entrer dans le okay. domaine linguistique. Oui, tout à fait. On est dans la sémantique maintenant. Même dans la sémantique. Laissez-moi, parce que nous sommes vraiment en train d'entrer en profondeur sur la question de l'armée. Je mets encore le commentaire ici de Mme Gisèle Osambia. J'ai voulu placer quand même un mot. Bon, placez peut-être votre mot en attendant, parce que nous allons vers la fin. Dans le cadre du déplacement du vice-premier ministre. Oui, de son déplacement, vous le dites. Oui. Ok, allez-y. Aller en Indonésie, aujourd'hui, l'Indonésie peut nous vendre des équipements ou même des logistiques qui sont moins que nous pouvons demander en Europe. C'est en termes de coûts que vous voyez ça. Ça peut être aussi. Parce que et la Chine même. Et la Chine même. Donc tout ça. Parce que c'est aussi une façon de voir les choses. Oui. C'est-à-dire que c'est mieux d'acheter quelque chose à l'Indonésie ou en Chine que d'acheter aux États-Unis ou en Europe. Hein? Et tout ça. Bon, alors allons-y. On peut donner raison au ministre Bemba. Oui. Mais il opte prendre l'argent du Congo pour acheter des choses. Il n'est pas encore là dans le cadre de s'émanciper en tant que souverainiste que non, je n'ai pas besoin de ça. Il continue parce qu'aujourd'hui, notre police et notre armée est formée par la France. Ça, c'est reconnu. Non, mais écoutez, monsieur Gabi, c'est pas parce que être souverainiste, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin d'aide. Vous savez, on est adulte aujourd'hui. Je donne juste un exemple. Comme État. Comme État adulte. Oui, non, je dis... le Congo, c'est un petit pays. Non, je donne un exemple. Ah, pour nous. Oui. Je dis, c'est juste une métaphore. Ouais. Vous êtes adulte aujourd'hui, vous avez votre femme, vous avez vos enfants, vous le gérez, ok? Oui. Mais cela ne vous empêche pas de temps en temps d'aller demander de l'aide, conseil auprès de gens, vous comprenez? Vous pouvez toujours revenir chez maman ou chez un ami, mais ce n'est pas pour autant que c'est eux qui dirigent. Dire être souverainiste, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas coopérer avec d'autres personnes, non. Être souverainiste, ces États-là, il faut le reconnaître qu'ils sont en avance, ils sont hyper développés. On ne va pas, moi je ne dis pas qu'on doit chasser la Belgique ou la France ou les États-Unis ou autres. Moi ce que je dis, c'est qu'eux, ils ne doivent pas nous dire comment nous devons mener les choses.
C'est dans ces cadres-là que moi je... Ce rapport de force, est-ce que nous sommes arrivés comme Congo aujourd'hui? Nous ne savons même pas encore battre le Rwanda et puis faire face maintenant aux États-Unis? Mais, que vous êtes souverainiste, il faut instiller... Vous arriverez, le Congo aujourd'hui peut arriver à ce niveau de braver ces grands pays occidentaux seulement le jour où on va s'affirmer comme une petite puissance africaine. Mais au niveau où nous sommes, où notre PIB est aussi bas, et une économie qui est très malade, et une armée qui n'en est pas une. Mais s'ils cherchent à vous créer noise, comment vous vous défendez? Mais c'est comme ça. Parce qu'on est en relation internationale. Il faut maintenant instiller cet esprit dans le genre, ok? C'est comme ça qu'il faut qu'on change de paradigme. Il ne faut pas seulement que ce soit des slogans, qu'on ait des dirigeants, comme on dit, qui soient à la fois nationalistes, comme Gabi le dit, mais moi je dis souverainistes aussi à la fois, mais seulement aussi, il faut qu'on développe ce que Nietzsche a appelé la volonté de puissance. Se voir grand. Il faut, parce que la Chine, on l'a traité de junkie. Quand les Anglais leur donnaient l'opium et autres. Mais à un moment donné, ils ont eu cette volonté de puissance de dire on en a marre, on ne veut plus être la risée de tout le monde, on ne veut pas être à la traîne, on ne va pas être le cancre de la classe. Et voici ce que la Chine est aujourd'hui. La Chine se réveillait. Donc, on ne dit pas que du jour au lendemain, qu'on va devenir hyper puissant, mais il faudrait qu'on pose les prémices, qu'on pose les bases. Tout à fait. Je ne sais pas si vous avez un mot à placer, mais j'aimerais qu'on fasse... Ça me sert d'une transition pour aller maintenant dans la politique de l'armée. Où est-ce qu'on veut que notre armée aille maintenant? Quelle est la politique de M. Bemba pour mener? Parce que c'est lui qui définit la politique. C'est pourquoi on le cite plusieurs fois dans cette émission. C'est lui qui définit la politique de notre armée. Et il a dit dans son mot d'introduction que non, l'humiliation est tellement grande et le défi est aussi grand. Nous devons relever le défi. Alors écoutons, c'est un commentaire de Mme Gisèle Osambia que vous allez écouter maintenant. Écoutons d'abord ce commentaire de Mme Osambia. Qui pose une question finale à Bemba. Où est-ce que notre armée est en train d'aller? Les États-Unis d'Amérique demandent à l'armée rwandaise de quitter le sol congolais. C'est ce qui ressort de l'entretien qu'a eu Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre congolais en charge de la défense nationale, et Mme Lucie Tamlim, ambassadrice des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. Déclaration faite ce mardi 16 mai 2023. Notre question est de savoir, est-ce que le Rwanda a-t-il été lâché? Est-ce que le Rwanda va-t-il enfin revenir à la raison? Wait and see. Je viens de m'entretenir avec son Excellence, le ministre de Défense. On a parlé par rapport à la situation sécuritaire dans le pays. Et moi, j'ai renforcé le message des États-Unis que c'est important de respecter les accords de Nairobi et de Luanda. Et nous tenons là-dessus. Donc, on va continuer notre diplomatie bilatérale, multilatérale, pour que ces accords puissent être respectés. Et nous demandons à tous les parties prenantes de respecter le feuille de route pour les forces rwandaises de quitter le pays et aussi pour les M23 de faire le recul vers le point indiqué dans l'accord de Luanda. Nous respectons les activités du gouvernement pour renforcer le dispositif sécuritaire, mais nous demandons aussi à toutes les parties prenantes d'assurer qu'il y a une bonne coordination et que, surtout que les droits des citoyens et des personnes déplacées sont respectés, parce que vous avez maintenant dans l'Est une situation humanitaire catastrophique. Nous sommes le tout premier pays pour répondre aux besoins, mais il faut qu'il y ait de la paix pour que ces citoyens puissent retourner chez eux. Merci. Bon voilà, celle qui parle là, c'est l'ambassadrice des États-Unis en RDC et qui a été reçue par notre vice-premier ministre chargé de la Défense. C'est le même vice-premier ministre dont nous parlons ici du voyage vers l'Indonésie et vers la Chine. Bon, on ne voudrait plus rester dans cette logique des équilibres de pouvoir dans la géopolitique mondiale, mais je voudrais seulement vous poser la question, quels sont, je dirais, pratiquement vos pronostics par rapport au mandat de cet homme qui est comme l'espoir pour le Congo, pour renforcer notre armée. Quels sont vos pronostics par rapport... Je me souviens à une émission qu'on a faite ici, vous avez dit que non, Bemba serait l'homme qu'il faut à cet endroit-là, parce que d'abord, c'est un homme qui aurait un canal d'adresse très fourni. Oui. Et moi, je semblais douter, mais vous aviez insisté. Oui.
que c'est vraiment... Et il le démontre. Ouais. Il est en train de rencontrer des gens. C'est vraiment un bon diplomate aussi. Ouais. Il a cette qualité-là. Et puis, c'est son carnet d'adresse. Donc, alors, quels sont vos pronostics? Qu'est-ce que cet homme peut faire? Est-ce qu'on peut avoir une armée digne de ce nom avec M. Bemba à la tête du ministère de la Défense? Oui, laisse-moi quand même éclairer quelque part. Bon, je ne pense pas que le vice-premier ministre de la Défense a le rôle d'organiser l'armée. Ce n'est pas son rôle. Et ce qu'a dit l'ambassadrice... Allez-y, ça c'est une bonne précision. Oui, l'ambassadrice des États-Unis était claire. Sa mission est de sécuriser le territoire national. C'est ça la défense. Donc là, il doit sécuriser. L'armée est au niveau de l'état-major organisé. Lui, en tant que ministre de la Défense, il est fourni les équipements et il les assiste au plan logistique et aussi stratégique. Comment ils doivent faire pour que le pays soit sécurisé, pour que notre territoire soit en sécurité contre toute attaque. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai trouvé qu'il a commencé, comme je l'avais dit ici à iCanal Télé, qu'il a un carnet d'adresse et il est tenté de toquer. Il dit que non, écoutez, si c'est en termes d'équipement, il dit, moi, je peux aller en Indonésie et vous amener ce qu'il faut. Je peux aller en Chine, je peux aller. C'est ce que même reconnaît l'ambassadrice des États-Unis, qu'ils doivent tout faire pour sécuriser le pays. Comment ils doivent faire si, par exemple, aller ici en Grande-Bretagne, on va lui dire que non, ça coûterait des millions, alors que là-bas, peut-être ça peut être des centaines de milliers en Indonésie ou en Chine. Donc, le choix est clair. Ça, ce n'est pas tout d'abord refuser les alliés ou les anciennes métropoles que nous avons toujours eu des coopérations avec eux. Et je pense très bien que la mission du vice-premier ministre sera de succès parce qu'il le démontre, il est dans ce cadre-là. Lui, il est tenté, il est aussi, comme vous l'avez dit, un bon diplomate. Parce qu'il ne joue pas seulement au niveau de dire que je fais le contact, tout ça. Avant même tous ces déplacements-là, il reçoit les ambassadeurs, il parle avec eux. Écoutez, vous êtes dans ceci. Parce que l'ambassadeur dit que non, ce sont eux qui est le premier pays des États-Unis en termes d'aide humanitaire là-bas. Bon, vous êtes dans le cadre humanitaire. Comment nous devons faire maintenant pour que même ce que vous revendiquez, pour qu'ils reviennent sur les territoires? C'est que nous devons renforcer. Et elle est tentée de nous retourner au niveau des accords de Nairobi et de Luanda, où ils exigent tous les partis de s'impliquer à cela. C'est-à-dire ils sont en train de contrôler. Mais en termes de soutenir la défense, c'est-à-dire notre armée pour se défendre contre les invasions ou les attaques qui font des catastrophes au niveau des populations. Alors c'est au niveau du gouvernement, et le gouvernement maintenant a ce choix-là, que je ne pense pas même ces grandes puissances refuseraient. Et je trouve qu'il est tenté de jouer. Mais ce que je voulais dire, c'est au niveau de l'armée. Alors, il doit être soutenu parce qu'il peut amener tous les équipements du monde, il peut acheter même les arsenals du monde. Mais s'il n'y a pas des experts pour les indiquer, ça un problème. Parce que nous serons toujours en danger. C'est-à-dire, il faudrait qu'il doit accompagner avec l'état-major de l'armée nationale et de la police, afin de soutenir son programme et son plan en tant que ministre de la Défense pour qu'on réussisse. On a tout à l'heure dit que c'est un domaine régalien. C'est-à-dire que c'est un domaine réservé du chef de l'État. Et vous ne trouvez pas qu'à un moment donné, M. Bemba, c'est quand même une grande figure qui demain peut être présidentiable. Et vous ne trouvez pas qu'il peut y avoir... Il y a possibilité qu'il y ait clash avec le numéro 1 de ce domaine, qui est le chef de l'État, qui, avec la carrure que prend M. Bemba maintenant, de s'engager même sur le terrain diplomatique, qui est encore le domaine réservé du chef de l'État, que c'est comme si l'homme prend de l'ampleur. Vous ne voyez pas un risque d'un clash entre lui et son chef? Merci d'abord, Véron. Tout à l'heure, je vous ai dit, moi, je ne me focalise pas sur sur les hommes, quand même. Mais allons-y, c'est ça la réalité du Congo. Oui, non, mais l'esprit d'équipe. Je crois qu'en nommant Jean-Pierre Bemba, il y a d'abord ce facteur confiance. On ne peut pas nommer M. Jean-Pierre Bemba
On ne peut pas le Félix, s'il a eu à faire appel à Jean-Pierre Bemba, c'est qu'il connaît certaines de ses qualités. Vous savez, Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui a quand même été à la tête d'un mouvement militaire. Il a une expérience, bien qu'il ne soit pas militaire, mais il a quand même dirigé tout un mouvement. Donc c'est un monsieur, et donc il a une certaine expertise. Une certaine connaissance en matière du fonctionnement de l'armée. Et comme Gabi l'a dit, il est là, c'est vrai, il doit définir les stratégies. Et en tant que collaborateur du chef de l'État, il peut aussi le conseiller en la matière. Et Jean-Pierre Bemba, au départ, il était d'abord au RCD, ça les gens nous oublient. Mais lorsqu'il est entré au RCD, il est allé observer en tant qu'observateur. On l'a approché. Il les a observés, mais il a trouvé que non, ces mouvements n'étaient pas congolais. C'était pas fait de Congolais. C'est voilà qu'il est allé chez Museveni. Quand Jean-Pierre Bemba ira chez Museveni, tous les militaires du MLC, c'était de Congolais. Il avait besoin d'expertise, parce qu'il fallait que les gens l'aident au maniement, à comprendre comment à organiser l'armée. Mais tout ce qui était commandement, c'était le MLC. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît le Rwanda, il le connaît. D'ailleurs, je n'ai pas encore eu l'occasion de lire le nouveau livre de Charles Onana, le Camerounais, l'Holocauste au Congo. Je suivi son interview. Vous allez voir que lorsque Kabila, Joseph, nomme Kunda Batouari, c'est Jean-Pierre qui s'oppose. Il dira aux États-Unis d'Amérique, il leur dira, mais comment vous avez nommé ce gars? C'est un caporal ou c'est un sergent de l'armée rwandaise? Et comment vous voulez en faire un général au Congo? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui connaît. Il peut aider Félix, il peut le conseiller. Et je suis sûr qu'il règne un climat de confiance. Et si... Donc vous voulez dire que sous Bemba, à la défense, ces fameuses négociations avec le M23 pour nous faire entrer n'importe quel caporal dans notre armée, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas avec Bemba. Non, ça ne marchera pas. Parce qu'il le connaît. Il le connaît très bien. Il connaît qui est qui. Il connaît... J'étais même surprise de lire, d'entendre Charles Onana lui-même le dire, que Jean-Pierre Bemba s'est opposé. Il a écrit aux Américains pour leur dire, niet, comment vous pouvez prendre un caporal et faire de lui général dans l'armée? Mais ce monsieur, je le connais, c'était un caporal ou un sergent de l'armée. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui connaît ces gens et il peut conseiller le président sur le choix, pour dire, parce qu'avec Kabila, c'était du n'importe quoi, Joseph Kabila. Il faut qu'on se le dise. Vous prenez le Bosto Tanganda, on a même vu lui-même lorsqu'il arrive à Laye, il dit, il ne parle aucune langue, aucun dialecte congolais, et il parle aucune langue. Et lui-même, il le dit, non, moi j'étais sergent dans l'armée rwandaise et on a fait général dans l'armée congolaise. Donc c'est ce genre de choses que sous Bemba, donc Bemba, dans sa collaboration avec Félix, ça ne va pas marcher. Et ce que nous aujourd'hui on déplore, c'est qu'on dit que notre armée est infiltrée. Et il faudrait bien que quelqu'un qui connaît ses ennemis pour essayer de dératiser, si je dirais, excusez-moi le terme, de désinfecter notre armée. Et voilà pourquoi l'une des actions, c'est que Jean-Pierre Bemba a fait quoi? Il a demandé à tous ces généraux maintenant d'amener, il dit, si vous êtes général ou vous êtes colonel ou ceci, amenez-moi vos preuves, où est-ce que vous avez fait votre formation, et tout. Donc c'est ça, on est en train de balayer un peu. Donc il veut faire de notre armée une armée professionnelle. Exactement. Dirigée par des gens qui connaissent la chose. Mais attends, tu ne deviens pas général quand même du jour au lendemain, tu ne te réveilles pas. Quand même. Ouais, c'est ça qui fait une armée, non? Dans une armée sérieuse, comment on peut avoir 500 généraux? L'armée congolaise a 500 généraux. Et Bemba veut réformer ces choses. Tout à fait. Et il dit, il faut d'abord qu'il y ait une certaine traçabilité. Vous dites que vous êtes général, d'accord, vous êtes général, mais où est-ce que vous avez fait votre formation militaire? Et donc, c'est des choses comme ça, c'est son apport. Mais je me dis... Comme mais là, il va encore mettre le doigt là où on ne peut pas mettre, parce que la plupart de ces gens sont des Banyamulenge et autres qui sont venus par déplaçage et tout. Alors quand il va les exclure de l'armée, alors ils vont encore crier au scandale. Oh, au Congo, on exclut les Banyamulenge. Est-ce qu'il y a ce risque-là devant lui en tout cas? Non, mais écoutez, Véron, c'est que moi je dirais que ça me saoule.
cette rhétorique de dire les Banyamulenge et tout. Nous, Ah. on nous tue. Il y a beaucoup de Congolais qui sont tués. Ouais. On n'en fait pas un problème. Tout à fait. Comprenez? Il s'agit de notre pays. Est-ce qu'on doit toujours se fier, comment prêter oreille à ce que les gens disent, à ce que les gens pensent? Non. À un moment donné... Ou craindre une ethnie, une certaine ethnie. Oui, ou craindre telle personne. Non. Il faut qu'à un moment donné, qu'on se dise... Voir les intérêts du Congo. Voir les intérêts du Congo. Tout à fait. Et moi, je pense que si... Je sais que Félix, il est en fin de mandat, et Jean-Pierre Bemba et les autres, il ne leur reste que techniquement peut-être 6 mois. Quelques 6 mois. Mais ça veut dire, si... moi la seule chose que je dirais, d'abord que Félix organise des élections libres, démocratiques, ok, et que si on commence à réformer l'armée, qu'on commence à réformer l'armée, mais malheureusement, on ne sait pas, celui qui viendra après Félix, est-ce qu'il aura la même... Oh, on n'organise pas les élections en Afrique pour le perdre. Non, c'est ce que je dis. Oui. Ou peut-être que si Félix a la chance de se faire réélire par les Congolais, ils peuvent continuer sur cette lancée de réformer notre armée. Et comme M. Gabi l'a dit, l'armée, les gens pensent que les militaires, ce sont des écervelés. Les militaires, ce ne sont pas de ces écervelés. Hein. On a vu Jerry Rawlings, on a vu le capitaine Sankara. D'ailleurs, le capitaine Sankara disait, un militaire sans formation politique et idéologique, c'est un criminel en puissance. C'est-à-dire que nous devons réformer notre armée, transmettre cette passion patriotique, cet esprit de nation. Parce que être militaire, c'est une vocation. C'est une vocation. Parce qu'un militaire, il sait qu'il va un jour ou l'autre mourir ou verser son sang pour son pays. Mais en même temps aussi, quand quelqu'un a une arme, c'est... Donc protéger ses concitoyens. Tout à fait, mais aussi avoir une arme. Et j'aime beaucoup, je regardais dans Spider-Man, et lorsque Spider-Man devient Spider-Man, quelqu'un lui dit, quand on a le pouvoir, viennent les responsabilités. Vous savez, le militaire, il a une arme, il peut te tuer. Donc, à savoir, il faut former ces gens-là. Il faut former, il faut qu'on ait des... Et vous voyez ici, par exemple... C'est donc ça le défi de Bemba. Les défis de Bemba. Et comme on sait qu'il ne va pas finir, parce qu'il faut aussi qu'au Congo, qu'on intériorise ces principes de la continuité de l'administration de l'État. Il ne faut pas dire que c'est Véron, et puis quand Véron n'est pas là, on fait un comptable... Comme si rien ne s'était fait avant et tout. Mais quels sont les éléments, les défis que vous voyez aujourd'hui devant Bemba au ministère de la Défense, lui qui est là pour définir la politique aujourd'hui de l'armée, et cette armée est aujourd'hui en guerre. Qu'est-ce que vous proposeriez à M. Jean-Pierre Bemba là? Non, le défi est énorme. Premièrement, jusque-là, il est tenté de travailler avec une armée, comme vous l'avez dit, des brassages. Donc les gens qui ne pouvaient pas être là. Et même si il doit y avoir toilettage, je ne pense pas qu'il arriverait vraiment à faire, parce qu'il y en a aussi qui s'accrochent derrière le poids lourd du gouvernement. Ce qui est important pour le moment, c'est peut-être d'avoir une équipe qui sera prête à assurer tout d'abord la sécurité, je peux dire de l'Est, là où il y a... Vous voulez dire qu'on ait une armée dans l'armée? Non, pas une armée, j'ai dit non, c'est-à-dire, c'est comme tous les militaires, ce ne sont pas tous les militaires qui sont commandos. Il y en a qui sont juste spécialistes maritimes. C'est-à-dire qu'on peut faire comme nous avons... Une sorte de DSP, une armée spécialisée, juste pour défendre le Congo. Je suis en train de me dire, les gens qui sont... Ou comme on appelle les forces spéciales. Les forces spéciales, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, nous avons affaire au problème de l'Est ou des Pamou. À la guerre et autres. Oui. C'est pour aussi lutter contre cette affaire de trahison. Des trahisons. Il y a des traîtres dans l'armée, traîtres. C'est-à-dire, dans cette force-là, on éviterait ces fameux traîtres. C'est ça, donc? Je ne sais pas. C'est à M. Gabi de développer son idée, oui. Allez-y. Le problème, c'est quoi? Parce qu'il y a un problème de la défense nationale qui pèse aujourd'hui. Non seulement à l'Est, nous commençons à entendre même à l'Ouest avec et consorts. Alors, s'il n'y a pas une force spéciale
capable quand ils descendent, ils de mettent mater la chose. Nous allons toujours tergiverser. Il peut les donner des armes, des munitions et tout ça, ça ne réussirait pas. C'est-à-dire il doit y avoir les gens disciplinés. Et les autres vont continuer, ce n'est pas de les mettre en retraite, mais quand même cette force, quand il y a tel, ils attendent que tel. Moi qui suis de l'Est et tout ça, quand j'avais vu les 311 à Kalemi, ça, je disais, les gens qui te marchaient donc à côté, quand ils venaient, quand vous attendez Moba 1, Moba 2, c'est pour remettre de l'ordre. Les 311, donc quand Mobutu les envoyait, fini. Oh, ok. Moba 1, Moba 2, que musée, après que j'ai psy que c'était musée. Les 300, tu ne blagues pas. Donc, pas de blague. Donc, ça devait être des militaires avec des qualités que Maman Gisèle Osembi a dit ici, qui ont un esprit patriotique, qui en font une vocation, des gens qui aiment leur pays, et qui, quand ils vont en mission, ils vont là-bas déraciner la chose et puis mettre de l'ordre. Je vais expliciter en donnant, non, ce n'est pas seulement les gens qui sont patriotiques, et tous les militaires doivent être patriotiques. Je suis en train de vous donner par exemple le cas de la France. Il y a les légionnaires. C'est pas tout le monde qui sont légionnaires. Les légionnaires que je connais de mes petits ici qui font partie de là, ce sont les gens qui étaient dans les missions en Haïti et consorts. Quand ils descendent, on dit raser, ils rasent. Là, il n'y a pas de blague. Donc, mission accomplie, termine et rentre. C'est une force spéciale qu'on dit que quand il y a quelque part où vraiment ça ne va pas, il y a de l'insécurité. Dans l'infanterie seulement. Oui. Ouais. Alors, si on peut ne fût-ce que commencer là, et après commencer à organiser, comme a dit ma sœur Gisèle de Wando, parce qu'on doit former ces gens-là. Ou même si on les a pris, mais aujourd'hui ils ont les titres de généraux ou de majors, allez à la formation. Et nous voulons que vous soyez recyclés. Ah, c'est une façon d'éviter cet affaire de frustration. Oui, parce de mettre les gens dehors de côté. C'est une bonne proposition en tout cas. Oui. Que ça évitera ce qu'il y ait de frustration. Parce que maintenant, ce que le vice-premier ministre Bemba est en train de faire, c'est de voir clair. Tu es colonel, donne le cursus, ton cursus. Démontre ton cursus. Et s'il voit qu'il y a un problème, il ne faut pas le chasser. Il faut le mettre de côté. Et le plus valable, faire de cette division spéciale. Oui. C'est-à-dire que ce sont des gens compétents, ils ont fait des écoles de guerre. Alors, quand il y a un problème à l'Est, c'est vous qui partez. Parce que vous remplissez tous les critères, non seulement la compétence, mais aussi les qualités éthiques, morales, pour aller combattre pour la République. Absolument. Or, ça serait très bien reçu par le ministère de la Défense. Je ne sais pas si vous avez une autre idée, parce qu'on s'achemine vers la fin. C'est-à-dire des idées pour aider notre ministère, qui est en train de définir la politique de la Défense. Si vous pouvez poursuivre vos propositions, en tout cas. Non, mais c'est ce que je dis. Je dis, il faut qu'on finisse avec ce modèle hérité du colonialisme. C'est-à-dire qu'on ait notre propre pragmatique, qu'on ait vraiment une armée qui soit au service des hommes et pour protéger notre territoire. Okay? Et ça passe par une formation. Mais ça passe aussi par l'équipement. Okay? Mais comme on dit, lorsqu'on achète les équipements, il faut que ces gens aussi soient formés. Donc, il y a une interrelation. Et puis surtout l'idéologie, l'endoctrinement idéologique. Lorsqu'on forme, c'est ça, la formation. Pas seulement, il y a la formation idéologique, scientifique, technique et autres. Lorsqu'on parle de la formation, ça englobe tout ça. C'est-à-dire qu'on l'explique d'abord, c'est quoi la patrie, on lui fait comprendre parce que on lui fait comprendre c'est quoi la politique d'une manière générale. On dit que le militaire, il est apolitique. Mais à un moment donné, il est aussi politique. L'armée aussi a pour rôle, lorsque l'ordre institutionnel n'est pas respecté, l'armée intervient. Donc on ne peut pas dire que l'armée est apolitique. C'est-à-dire qu'il faut miser sur, d'abord comme je dis, reformer, arrêter avec ce mauvais modèle. Parce qu'aujourd'hui, nous, lorsqu'on voit les militaires, on a peur. On craint le militaire. Il n'y a pas cette complicité. Il n'y a pas cette complicité. Et il faut qu'on arme. Et le militaire lui-même, quand il voit le civil, c'est pour lui faire du mal. C'est pour lui faire du mal. Mais c'est parce que c'est ce qu'on lui a appris. Parce que l'armée coloniale, c'était ça. C'était au service du roi Léopold pour faire souffrir la population congolaise. Comme aujourd'hui, ils peuvent croire que non, ils sont plutôt au service de Fachi. Tout à fait, alors qu'ils ne sont pas là. Et aussi, je pense qu'il faut qu'on développe ce qu'on appelle la volonté de puissance.
Les grandes nations sont devenues aujourd'hui ce qu'elles sont parce qu'elles ont développé ce qu'on appelle la volonté de puissance. C'est que Nietzsche l'a dit. C'est-à-dire que tu es d'abord un chameau, c'est-à-dire tu es un chameau, donc tu es ignorant. Et puis à un moment donné, tu passes à la phase de la connaissance de toi-même, tu deviens un lion, parce que tu sais, ça crée une révolte en toi. Tu dis, mais attends, j'étais pas un chameau, j'étais un lion. Mais qu'est-ce qui m'a fait croire que j'étais un chameau? Et puis à la troisième étape, tu deviens un enfant, tu nais, ça veut dire il y a une renaissance, parce que le lion qui est en toi reprend. Mais là, Gisèle, je crois que là, tu es en train de paraphraser le kabyliste ici, Mumengi, oui. Qui a dit que la guerre contre le Rwanda, par exemple, il faudrait qu'on puisse nous souvenir que le Rwandais, justement, sont entrés dans ce paradigme-là, disant qu'il y avait le roi, les anciens rois, et ils ont construit tout un arbre pour dire que de cet arbre-là, nous sommes des vainqueurs, nous. Tu vois, cette volonté de vaincre. Le Congolais n'a pas de repère. Tout à fait. Mais c'est comme ça que le Rwandais, le ministre Mumengi nous a dit, dans une de ses interventions, que le Rwandais fait ce qu'il fait par cette volonté de toujours vaincre, de toujours occuper les autres. Mais nous devons aussi développer ça. Mais nous, on dit toujours, oh non, non.